Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Confirmation, lundi 1er juin est jour de rentrée scolaire et universitaire pour les classes d'examen. En tête de ce journal, les préconisations du gouvernement au cours du conseil de cabinet de ce jeudi à l'immeuble Étoile. Clarification, la sérénité règne sur le campus de l'université de Ngaoundéré à 4 jours de cette rentrée spéciale. Les assurances du recteur Oufei Chinje Melo est l'invité du 20h30 ce soir. Des infections tous azimuts contre le Covid-19 quand les grands moyens sont déployés dans les entreprises et autres espaces publics. Dans ce journal, arrêt sur le coup de ces pulvérisateurs et atomiseurs qui rassurent maintenant les populations. Voilà pour les titres. Conseil de cabinet du mois de mai, ce jeudi à l'immeuble Étoile. Principal sujet à l'ordre du jour de la rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, la pandémie du coronavirus et ses conséquences examinées sous tous les angles. Premier aspect, première urgence, la reprise des cours pour les classes d'examen dans 4 jours. Les chefs de département de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de l'enseignement supérieur rassurent, la situation sanitaire est sous contrôle. Tout est fin prêt sur les campus pour accueillir élèves et étudiants ce lundi 1er juin à 7h30. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Le conseil de cabinet du mois de mai s'est tenu dans le prolongement des directives données par le président de la République Paul Biya au cours du message délivré la veille de la fête nationale du 20 mai. Sur la situation épidémiologique liée au Covid-19, elle est sous contrôle, rassure le ministre de la Santé publique, malgré les disparités régionales constatées. Nous avons 2 régions qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas enregistré de décès. Nous avons environ 4 régions, l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest et le nord, qui ont un taux de décès en deçà des 10. Donc c'est quelque chose aussi qui nous permet de dire que nous maîtrisons encore la situation. En quelques chiffres, la situation pandémique affiche les données ci-après. 5 426 cas positifs, 3 326 personnes guéries, 177 personnes décédées, 47 malades sous oxygénothérapie. Sur la base de ce bulletin de santé, les ministres en charge du secteur de l'éducation se disent prêts à reprendre les cours lundi prochain. La plupart des établissements ont fabriqué des équipements comme les masques, les gels hydroélectriques. Toutes les mesures barrières édictées par l'État seront respectées scrupuleusement et nous sommes donc prêts pour la rentrée de lundi. Les parents sont prêts, les élèves y compris. Tout le monde est prêt et c'est ce qu'il faut pour lutter contre le coronavirus. Nous attendons environ 1 demi-million d'élèves. C'est 497 500. Les infections des écoles dans les régions que sont le centre, le sud, l'ouest et le littoral. Les 6 autres étant déjà couvertes. En accord avec les parents d'élèves, les partenaires au développement, nous avons essayé de prendre les mesures indicatives qu'on nous a prescrites. Sauf cas de force majeure, la reprise des cours aura bel et bien lieu le lundi 1er juin selon les modalités préalablement définies. Le conseil de cabinet de ce jeudi a également permis d'évaluer la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien à l'économie nationale. Autre thématique, les appuis financiers des partenaires internationaux et puis l'épineux dossier du rapatriement des compatriotes encore en détresse à travers le monde. La synthèse de Laurentine Bokono, une fois de plus. Révélation du ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Béla, un 3e contingent de plus de 1000 Camerounais est en cours de préparation. Avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, indique le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh, les négociations sont en bons termes. Elles devront permettre au Cameroun de bénéficier d'un appui financier de l'ordre de 294 milliards de francs CFA. Le train des mesures présidentielles pour soutenir les entreprises et les ménages les plus vulnérables est également sur les rails, rassure pour sa part le ministre des Finances. Les 9 mesures sont toutes
en application. Enfin, je vais citer le cas de l'appui que le chef de l'État a ordonné en faveur de la trésorerie des entreprises pour un montant de 25 milliards de francs CFA pour apurer ce qu'on appelle les crédits TVA. 15 milliards avaient déjà été payés il y a 2 semaines, il restait 10 milliards et la liste des bénéficiaires des 10 milliards a été signée par moi-même cette semaine. Donc dès avant la fin de cette semaine, les paiements vont commencer. Sur la dématérialisation des procédures afin de limiter les déplacements en masse vers les ministères, le ministre se félicite d'avoir une longueur d'avance par rapport au Covid-19. Avec les télédéclarations, les paiements en ligne, c'est un travail de longue haleine qui a commencé bien avant le Covid et qui va donc continuer. En micro, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchente, soutient que les masques de protection et autres gels hydroalcooliques sont prêts et produits en grande quantité. Paula Tanganji, ministre de l'administration territoriale, fait état des descentes à répétition effectuées sur le terrain par les autorités administratives pour faire respecter la réglementation sur la fermeture des débits de boissons. Pour épulcher tous ces sujets et bien d'autres, le conseil de cabinet de ce jeudi aura été l'un des plus longs, soit plus de 4 heures d'horloge. Et vous avez entendu le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, intervenant au cours de ce conseil de cabinet du mois de mai. Le professeur Jacques Famdongo a exposé sur le dispositif sécuritaire anti-Covid-19, maintenant déployé au sein des 8 universités d'État. Nous entendrons dans un instant le recteur de l'université de Ngaoundéré sur les mesures spécifiques préconisées à travers les 3 campus de cette université. Mais d'abord, les défis actuels au sein de cette université de Ngaoundéré. C'est avec notre correspondant sur place dans la Damawa, Salomon Babale Kankili. Un vent de préparatifs souffle sur le campus de l'université de Ngaoundéré. À quelques jours de la rentrée académique annoncée, le personnel enseignant a déjà fait sa rentrée. Le retour massif des étudiants est quasiment acté. Ils ne boudent pas leur plaisir de renouer avec les amphis. Nous avons passé 1 à 2 mois pratiquement de cours en ligne. Nous sommes vraiment satisfaits. C'est une très bonne chose pour nous, mais nous nous posons des questions, celle de savoir est-ce qu'on va mettre toutes les mesures nécessaires à notre disposition. On nous a imposé le port de masques obligatoire, laver les mains, respecter la distanciation sociale. J'aimerais qu'on respecte le quota des étudiants par classe. La grande mue infrastructurelle sur le campus, à l'instar de ses blocs facultaires, est un début de solution. Les défis qui interpellent l'institution sont davantage adossés au plan académique. La crise sanitaire actuelle commande aux responsables quelques réajustements. Nous avons réparti les étudiants dans plusieurs groupes et ceci en tenant compte de la distanciation. Il y aura une désinfection totale de toutes les salles de la FALF, à savoir les bureaux et puis les cours des enseignements avant que les gens puissent arriver à occuper ces salles. Sous le feu des projecteurs ces dernières semaines, l'université de Ngaoundéré veut se mettre à l'abri d'une contamination au Covid-19. Le recteur professeur Oufie Tchindi Melo, qui frise toutes les attentes en ce moment, entend faire de son institution un modèle de gouvernance universitaire. Bonsoir, Madame le professeur Oufie Tchindi Melo et bienvenue sur le plateau du 20h30. Bonsoir, Adèle. Alors, je suis très contente d'être ici. Merci. Vous êtes ce soir à 4 jours de la reprise des cours en présentiel à l'université de Ngaoundéré sur les 3 campus répartis à travers 3 régions. Vous êtes ce soir un recteur stressé, un recteur serein. Pas stressé parce que je crois qu'on a eu le temps. C'est depuis que le gouvernement nous a dit que la rentrée sera le 1er juin. Donc on a pris tous les dispositifs pour assurer vraiment que tout sera bien, serein à l'université de Ngaoundéré. Donc nous sommes très prêts, on attend. Et pendant toutes ces périodes, on sait qu'on a eu 2 mois que les étudiants n'étaient pas sur le campus, mais pendant ces périodes, on a fait la formation en ligne. Donc sur la formation en ligne qu'on a fait pendant ces 2 mois, on a assuré 90% de formation en ligne, malgré que la participation des étudiants était 55%, mais sinon, il y avait possibilité pour eux de rattraper les coûts sur les plateformes. Donc, on était vraiment en train d'avancer dans la formation. Et aujourd'hui, comment se porte votre université répartie, je viens de le dire, sur les 3 régions de l'Adamawa, du Nord et de l'Est? Oui,
Disons, nous sommes prêts pour pouvoir, vous venez d'écouter mes collaborateurs, les doyennes et les directeurs de certains établissements qui sont déjà prêts pour assurer que les étudiants et les enseignants qui vont venir pour commencer le présentiel lundi, tout sera vraiment assuré que le Covid-19, on a barré la route à l'université de Ngaoundéré. Comment vous faites cela? Oui, disons, on a fait, première chose, c'est pour assurer pour le lavage de mains. On va installer, parce que le campus est vaste, donc à l'entrée, on va installer plusieurs postes de lavage de mains, postes automatiques fabriqués par un de nos écoles, l'ENSAI. Et à même moment aussi, on va prendre la température des étudiants en utilisant le flash. Et disons pour tout le monde. Tous les étudiants. Tous les étudiants. Personne entre sur le campus sans prendre température, sans lavage des mains. Ça, et il y a le CMS qui va assurer, c'est-à-dire le personnel médical, vont assurer que chacun prend la température. À l'intérieur du campus, devant toutes les amphis, toutes les salles de classe, les blocs pédagogiques, on aura la même chose, même dispositif pour lavage des mains. Bien sûr, on va désinfecter l'université avant qu'ils viennent. Quand? Dimanche. On va commencer samedi, dimanche, avant, parce que le cours reprend 7h30 lundi. Tout Donc, à fait. on va faire la disinfection et on va assurer que chaque soir, on fait la même chose. On doit désinfecter chaque soir. Et bien sûr, il y a aussi un point essentiel, c'est la distance. Donc, on va assurer la distanciation. On a déjà programmé les cours parce que, comme on a déjà fait pas mal de cours pendant ces 2 mois, on va faire seulement les cours de rattrapage pendant un bout de temps. Certaines écoles ont programmé 2 semaines, d'autres ont programmé un peu plus. Et après ça, on va faire les TD, on va faire les TP et ceux qui font l'alternance. On va assurer aussi que ceux qui vont aller en alternance par là où c'est en sécurité sanitaire. Et on connaît un peu l'indiscipline des étudiants. Et on parle ici de 12 établissements, dont 6 facultés et 6 grandes écoles. C'est énorme pour un dispositif comme celui que vous décrivez, Madame le recteur. Oui, c'est énorme, mais on a pris toutes les mesures. On a pris toutes les mesures pour assurer. Disons, parce que même pour ça, comme on va faire le nombre d'étudiants qui vont entrer dans les amphis, ne seront pas comme avant. Donc on va constater, on va reprogrammer. Donc on va constater que l'afflux ne sera pas comme d'habitude. Donc on aura un peu moins des étudiants qui vont entrer sur le campus à un moment donné. Mais sinon, il y a assez. On a même pris certains étudiants qui vont travailler sur le work study pour assurer que leurs camarades seront en sécurité. Et il y a même la formation. On va les éduquer en plus, malgré que tous ces 2 mois, c'est sûr qu'ils sont les universitaires, ils maîtrisent déjà la situation, mais on va faire un peu plus l'additionnel pour pouvoir vraiment assurer que tout le monde qui est sur le campus maîtrise pourquoi ils sont là et que tout le monde doit participer pour barrer la route de Covid-19 à l'université de Ngaoundéré. À vous écouter, on a l'impression que cette activité de lutte contre la pandémie va occuper finalement une très grande partie de l'emploi du temps sur les campus en définitive. Est-ce qu'il y a le temps de flasher, ou le temps de laver les mains, le temps de sensibiliser, le temps des cours, des enseignements? Bien sûr, bien sûr. On aura le temps pour tout ça parce que ce n'est pas la même personne. Il y a le personnel d'appui. Comme j'ai dit, il y a ceux de CMS, c'est-à-dire le centre médico-social. Eux tous vont se mettre au travail. Et bien sûr, on est en train de faire avec les étudiants de l'université. Nous ne sommes pas avec les élèves d'un autre niveau. Et en plus de ça, je n'ai même pas parlé pour la solution hydroalcoolique qu'on va aussi utiliser, soit pour certains cas pour désinfecter, pour certains cas pour utiliser sur les mains. On va utiliser le chlore aussi. C'est ça qu'on va utiliser pour désinfecter. Donc, ça ne va pas prendre tout le temps. On aura, parce que les enseignants seront là juste pour faire l'enseignement, les étudiants là pour étudier et le personnel d'appui et d'autres étudiants qui sont libres pour le work study. On va mettre tout le monde ensemble pour vraiment assurer ce barrage de Covid à l'université de Ngaoundéré. Une certaine presse, Madame le recteur, a relayé un document nommé le mémorandum des étudiants de l'université de Ngaoundéré. Et dans ce document, on lit par exemple que des étudiants peuvent s'asseoir aujourd'hui en 2020 sur des parpaings. La distanciation sociale, comment elle va s'opérer dans ces conditions? Oui, bien sûr. Disons, quand on demande si aujourd'hui les gens s'assoient sur le parpaing, on sait qu'il y a problème. Et s'il y a problème, peut-être il y a un message qu'on veut transmettre et on utilise les données erronées. Parce que si c'est les étudiants, je sais que tu demandes à beaucoup des étudiants, même qui est leur chef de département, ils ne maîtrisent pas.
Donc si tu peux avoir les étudiants qui peuvent avoir le statistique complet de l'université de Ngaoundéré, il y a problème. Donc on a déjà fait une dénonciation pour que le même journal peut publier avec les... Un droit de réponse. Un droit de réponse, oui. Pour pouvoir vraiment assurer que les données qu'on a sont justes. Parce qu'à l'université de Ngaoundéré, moi, je suis toujours prêt avec mes collaborateurs de donner l'information. On ne cache pas l'information. Donc même si les étudiants veulent l'information, ou n'importe qui, cette information est disponible. C'est quelle information? Oui, l'information, disons, par exemple, je peux prendre à titre d'exemple sur l'effectif, c'est-à-dire le personnel d'appui. Par exemple, on a dit sur 620 personnels d'appui, on n'a que 52 de l'Adamawa, qui n'est pas vrai. On a 58. Le mémorandum fait état de la sous-représentation, c'est ça. Pourtant, ces cadres étudiants du septentrion. C'est-à-dire le personnel d'appui, d'une manière totale, ça représente 20%. Et c'est en première position. Même chose, même pour les enseignants. Le recrutement spécial que le chef de l'État a ordonné tout dernièrement, on a recruté 25 sur 160. Mais le document parle à peine de 4. On a fait un remplacement numérique. On a remplacé pour ceux de l'Adamawa 6, mais le document parle d'1. Donc ça veut dire que les statistiques ne sont pas bonnes. Donc je demande à tout le monde qui a lu ce document de voir que les statistiques sont erronées. De l'autre manière, quand on parle même sur l'infrastructure. L'infrastructure, depuis, je peux dire surtout les 3 dernières années que je suis là, on a beaucoup avancé. Il y a l'école vétérinaire. Nous sommes déjà terminés la construction de ces bâtiments, équipés même le laboratoire. Il y a 2 autres bâtiments. Ça, c'est sur le campus de Dang. Et même à les GEM. Les GEM et à Menganga. À Menganga. Oui, on est en train de... On a déjà attribué... Pour les mines. On a déjà attribué le marché pour pouvoir avancer dans la finition de cette construction. Et même à Garoua, il y a l'annexe de la FAGE, non, de FJP à Garoua, là où le bloc pédagogique est presque en train de terminer. Et même dans aussi, il y a 14 salles qui ont été abandonnées depuis les années 2000, qu'on a déjà réhabilitées. Et vis-à-vis même que Ngaoundéré devrait être hôte des Jeux universités, il y a aussi une partie des infrastructures qui a été abandonnées. Tous sont déjà réhabilités, y compris même la tribune. Donc, de grands chantiers. Il y a des grands chantiers et en train d'avancer. Et en plus, surtout, grand chantier que je peux dire, le 5 avril 2019, c'est-à-dire l'année dernière, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a signé un texte qui nous permet de travailler avec le secteur privé. Et à travers ça, il y a déjà l'Université of Ngaoundéré Innovation Center coopératif. Et ces coopératives intègrent le secteur privé avec l'université pour pouvoir exploiter nos connaissances. En plus de ça, on a déjà un projet aussi pour une zone économique pour l'université qu'on est en train de réaliser avec Agritech en France, ainsi qu'il y a un autre projet qu'on est en train de faire pour les produits thérapeutiques avec une société Climac polonais. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est pas seulement l'État, mais l'Université de Ngaoundéré est prête de travailler avec le secteur privé pour national et international pour pouvoir améliorer vraiment notre infrastructure et exploiter les données pour que, en plus aussi, qu'on puisse avoir une situation économique positive dans l'Adamawa. Merci infiniment pour ces éclairages et ces correctifs. Madame le recteur, bon vent pour tous ces chantiers et surtout pour le chantier immédiat de la rentrée universitaire en mode restriction en Ngaoundéré, mode de restriction sur le front du combat contre le Covid-19. Merci Abdel. Les chefs de l'État nous ont dit de ne pas paniquer. Donc il faut que personne panique. On vient, il y a toutes les mesures sécuritaires et on a barré la route de Covid. Et je demande aux enseignants, aux étudiants d'accompagner l'administration, d'accompagner le gouvernement pour qu'on puisse former les étudiants. Merci et bon vent encore. C'est la même mobilisation à l'université de Boya dans le sud-ouest. À quelques 4 jours de ce 1er juin, une session extraordinaire du conseil d'administration de cette UB s'est tenue ce jeudi pour décider des mesures pour un déroulement des activités académiques loin du Covid-19. Roger Samakiporo est à Boya. En raison du contexte actuel, marqué par la lutte contre le coronavirus, les lignes budgétaires consacrées à certaines activités devaient être supprimées au profit d'autres priorités. D'où la tenue de cette session extraordinaire du conseil d'administration de l'université de Boya. Vous savez qu'on a annulé cette année certaines activités, notamment les Jeux universitaires, le GTEC, et les fonds qui étaient destinés à ces activités, en tout, nous avons eu à transférer 330 millions
640 000 francs pour permettre à l'université de, entre autres, bien se préparer pour lutter contre le Covid-19 et également pour permettre à l'université de payer certaines dettes. Il y a eu 107 enseignants qui ont eu à changer de grade. Ils devaient donc changer aussi les indices. Et nous avons examiné et tous ces dossiers ont reçu l'aval du conseil d'administration. À quelques jours de la reprise des cours, les responsables affirment que des mesures sont prises afin d'assurer un bon déroulement des activités académiques au sein de cette institution universitaire. Le ministre m'a demandé de dire au vice-chancelier de ses collaborateurs que toutes les dispositions soient prises, surtout dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils ont respecté et ils respectent toutes les consignes de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement camerounais. Les participants ont observé 1 minute de silence en mémoire d'un membre du conseil d'administration, Christopher Lobet, décédé. Aussi ont-ils visité les nouvelles infrastructures devant abriter l'école supérieure des traducteurs et interprètes de l'université de Buea. Dispositif qui se densifie également contre le Covid-19 à travers les établissements primaires et secondaires privés. À Yaoundé, les responsables mettent maintenant des bouchées doubles. Il s'agit d'achever la mise en place de ce bouclier anti-pandémie. Les nouvelles dispositions, c'est dans ce reportage de Marlise Enoambarga à Omo. Tout comme les autres établissements publics, les établissements scolaires privés de la cité capitale Yaoundé s'assurent que tout sera en règle le lundi prochain. Les responsables des 10 établissements mettent la dernière main pour veiller au strict respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. J'ai exigé que chaque parent prévoit 2 masques pour les enfants. J'ai offert à tous mes responsables et dans toutes les salles de classe et à tout mon personnel des désinfectants mains. J'ai également prévu des désinfectants pour tous les enfants. Un nouvel environnement auquel devront alors s'habituer enseignants, élèves pour éviter d'être contaminés au coronavirus. Il est question d'apprêter les nouvelles salles de classe avec une disposition de 24 élèves, ce qui est en train d'être fait. Nous sommes en train de nettoyer, nous avons pris contact avec la mairie, désinfecter les salles de classe. Nous sommes fin prêts et attendons sereinement la rentrée. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, les enseignants reçoivent les dernières consignes de la hiérarchie. Nous sollicitons de la part de nos enseignants qui sont dans les lycées et collèges qui viennent également nous faire part de leur emploi de temps. Toutes ces dispositions rassurent les parents. Les points d'eau sont multipliés au sein des établissements pour faciliter le lavage permanent des mains aux élèves. Toutes ces mesures barrières au sein des établissements privés pour une rentrée scolaire particulière sans Covid-19 lundi 1er juin prochain. Faisons à présent le point de la croisade contre le coronavirus. Au terme du point de presse de ce soir au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé, on annonce là-bas que 14 patients ont été guéris en ces dernières 24 heures. En revanche, les contaminations continuent de grimper avec 365 nouveaux cas. Des nouvelles et bien d'autres avec Évariste Yanga que nous retrouvons au QG de Messa. Sans experts ce soir, Évariste, vous confirmez? Bonsoir Adèle, c'est confirmé, la communication est un peu grippée ce soir. Il n'y a pas eu le point de presse quotidien habituel, donc vous en serez sevré ce soir également. Pas d'experts à disposition pour pouvoir aborder la thématique retenue pour nos téléspectateurs ce soir. En revanche, il y a eu amélioration des données, des dernières actualisations de début de soirée avec ces 365 nouvelles contaminations que vous avez annoncées, les 14 guérisons et puis 4 décès. Il faut tenir compte de ce détail. C'est une actualisation intervenue en début de soirée, ce qui porte donc le chiffre annoncé par le conseil de cabinet en termes de nouveaux cas, 5 721 désormais, les guéris 3340 et puis les décès 181. Donc il y a eu amélioration au niveau des chiffres. Et ces informations en rapport avec la planification, il y a
il est envisagé une multiplication des sites de tests, des sites de dépistage à court et à long terme au Palais des Sports de Yaoundé. Le site là-bas sera fonctionnel à partir de demain, vendredi. Il est uniquement réservé aux grandes entreprises et aux administrations, et l'accès à ces sites suivra une planification, un programme bien établi. Il y aura un autre site au CEFTA, le centre de formation technique des armées, c'est à Ikounou, à Yaoundé. Il y aura un autre centre, un autre site au centre médico-social de l'ambassade de France à Yaoundé. Il est réservé aux expatriés. On en dénombre pratiquement 1500 présents au Cameroun. Un autre site, c'est celui de Djungolo, puis un autre à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Et puis à court terme, il y aura un autre site au quartier Omnisport et dans tous les districts de santé de la République, dans toutes les 10 régions. Voilà d'elle ce que l'on pouvait retenir comme nouvelle pour vous ce soir. À vous le plateau. Merci infiniment Évariste Yenga. Je corrige donc, pas de point de presse ce soir et des informations recueillies en tout cas à bonne source là-bas à Messa pour nous. Merci pour tous ces éclairages et l'annonce de la multiplication de ces sites pour les tests dans la capitale et certainement à travers le territoire national. Et parmi les stratégies adoptées dans les établissements scolaires et les administrations, c'est la désinfection massive qui semble avoir de l'effet tant sur le virus que sur la psychologie même des populations. Pulvérisateurs, atomiseurs, ventilateurs et autres portiques de désinfection sont convoqués pour endiguer efficacement la pandémie. Ce soir, Franck Evina s'intéresse au coût même de ces dispositifs. On dirait des armes de destruction massive du virus. Au commencement de la crise, pulvérisateurs et atomiseurs sont montés au front de la désinfection. Aujourd'hui, ces équipements sont au cœur de l'action des WASH, les équipes d'hygiénistes du ministère de la Santé publique. Il y a des gestes techniques bel et bien, une fois sur le terrain, nous exécutons afin de mieux assainir les lieux. Pour anéantir tout type d'agents pathogènes, une solution à base de chlore efficace pendant plusieurs jours. À défaut de l'asperger, on la ventile. Dès lundi, les élèves du lycée bilingue d'application de Yaoundé passeront un à un devant cet appareil assainisseur. Au ministère du Développement local, le dispositif accueille plusieurs usagers à la fois. Le chlore dont nous disposons généralement ici, c'est un chlore assez concentré et assez efficace. Pour 10 litres d'eau, nous pouvons concentrer à 0,05%. Pour ce qui est du ventilateur, c'est un peu comme un système d'aération. Ce sont des produits sous forme de gaz. Voici un autre moyen barrière qui ne donne aucune chance au virus. Un portique de désinfection ici à l'entrée du ministère de la fonction publique ou encore devant cet établissement de microfinance. Je crois que le premier essai de cet appareil devait être à la gare. Et nous nous sommes dit, bon, autant mettre les moyens pour préserver la vie de nos collaborateurs, la vie de notre entreprise et la vie de nos clients. Le prix n'est pas exorbitant. Chaque entreprise peut l'avoir, toutes les sociétés d'État peuvent l'avoir. Vérifions cela avec ces informations recueillies à bonne source. Nous simulons la commande d'un portique moyen avec détecteur de mouvement, un pédiluve pour désinfecter les pieds et un diffuseur de gel hydroalcoolique pour les mains. Le portique désinfectant, c'est un système d'atomiseur. Nous associons le liquide désinfectant et de l'air comprimé. Le devis estimatif révèle 3 principaux postes de dépenses, la fabrication et la pose de la cabane, l'aménagement du site et les tests de fonctionnement, enfin la remise en état du site. Coût total, 6 650 000 francs CFA. Assez coûteux quand même, n'est-ce pas? Mais que vaut l'argent devant la vie? Vous l'avez dit Franck, et ici à la CRTV, c'est l'expertise du ministère de la Défense qui est aux côtés du top management pour ces opérations d'assainissement et de désinfection des espaces de travail et des zones sensibles. Un travail qui se veut permanent pour sécuriser des employés à votre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pierre Evembe. Voici les éléments de l'unité d'élite du ministère de la Défense en charge du nettoyage, de la désinfection et de l'assainissement de sites suspects. Leur nom, la Task Force Anti-Covid.
Leur mission pour le cas d'espèce, apporter une assistance appuyée à la CRTV dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous allons sur le terrain spécialement pour les décontaminations préventives, les décontaminations post-prélèvement. Nous allons sur le terrain aussi pour aller prélever un frère ou une sœur camerounaise qui a été décimée par ce virus. Et nous procédons aussi aux inhumations de ces cadavres-là. Les militaires et les reporters sont des soldats, toujours au front, occupant les premières lignes, les uns avec leurs armes, les autres avec leurs micros. Un partenariat naturel que les forces de défense à travers la direction de la santé militaire n'hésitent pas à capitaliser. Ce que nous venons faire sur le terrain aujourd'hui, dans le cadre des actions civilo-militaires, ça veut dire que nous pouvons intervenir partout, sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes fiers de pouvoir nous présenter aujourd'hui comme la première force d'intervention anti-Covid au Cameroun actuellement. Le directeur général de la CRTV, à travers le directeur des rédactions télévisées, Madeleine Sopikoto, a salué cette opération commandée, menée par le ministère de la Défense pour permettre au personnel de travailler en toute sécurité à l'effet de mieux combattre la désinformation, le fake news et mieux informer, éduquer et divertir les populations. Mais ils ont été prévenus. Qui dit merci, dit venez encore. Le service camerounais d'assainissement CK apporte également son appui technique à d'autres structures, comme à la mairie de la ville de Yaoundé par exemple. Il s'agit de limiter la progression de la pandémie au sein des marchés et gares routières dans la capitale. La structure vient de mener une opération de désinfection dans ces lieux à forte mobilité humaine. Joséphine Eneke. C'est dans des marchés et gares routières vidés de leurs occupants habituels que les agents techniques du service camerounais d'assainissement CK se sont déployés pour mettre hors d'état de nuire le Covid-19 et faire de ces espaces publics des lieux où fait bon vivre. Nous avons déployé des hommes qui sont spécialisés. Nous avons déployé du matériel. C'est des atomiseurs, c'est des thermonébulisateurs et puis des camions spécialisés. De la gare routière de Mimboman à celle de Messa, en passant par les marchés du Mfundi Central et Mokolo, tout a été passé au peigne fin. Les produits et les protocoles sont ceux prescrits par l'OMS. Pour ce qui est de la désinfection, elle est adaptée au marché. Cette opération qui permet par vaporisation de tuer tous les microbes et surtout les virus qui sont redoutés dans le cadre de cette pandémie. Rats, cafards, insectes et autres nuisibles qui avaient élu domicile dans ces lieux ont été détruits à la grande satisfaction des usagers. Si déjà la société CK a pris sur elle, avec l'aide du gouvernement camerounais, de pouvoir nous ratisser tous ces souris et ces cafards, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sentons donc que nous ne sommes pas abandonnés, que la communauté pense à nous. Nous qui sommes dans le secteur informel. Alors, mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Objectif de cette opération, accompagner la mairie de la ville et ses partenaires dans la croisade engagée pour l'assainissement de la cité capitale. Nous sommes satisfaits, l'équipe de CK est mobilisée. On espère seulement que l'impact va être positif pour qu'on puisse vaincre la pandémie. C'est un air de salubrité qui se dégage désormais de ces milieux. À la manette de cette embellie, le leader de la lutte antivectorielle au Cameroun. L'actualité à Douala avec ce vent de panique rapidement dissipé cet après-midi à la prison centrale de New Bell. Un incendie s'est déclenché au sein du pénitencier. On en ignore encore la cause. Heureusement, plus de peur que de mal, le feu a été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention conjointe des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre et des autorités administratives. Faisons le point sur la situation ce soir. Retrouvons à Douala Monique Félicité Chouana. Après-midi du 28 mai 2020 à Douala. Tout allait bien au quartier Texas jusqu'à l'arrivée de cet incendie. La prison centrale de New Bell est en flammes. Impossible de respirer à l'intérieur. Les prisonniers en quête d'oxygène s'agglutinent sur le haut de la prison. Goûtant un air de liberté, certains nourrissent même l'ambition de s'évader. Que s'est-il passé exactement? Certaines sources parlent de court-circuit. Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa,
Doha est tout de suite descendu sur les lieux, envahi par une population effrayée, apeurée. Nous avons tous été alertés d'un incendie qui s'est déclenché dans un dortoir au niveau de la prison centrale de Douala. Tous les sapeurs-pompiers se sont donc donné rendez-vous ici. Il a été question d'amener les prisonniers à se rabattre du côté opposé à l'incendie. Une ceinture de sécurité s'est faite autour du pénitencier. 3 blessés brûlés graves ont été ainsi transportés à l'hôpital. L'équipe des sapeurs-pompiers a maîtrisé les flammes. Les forces de sécurité, quant à elles, ont stoppé toute velléité des bagnards dans une circonstance pareille qui aurait favorisé une grande évasion. Constat effectué, une enquête est en cours. À titre de rappel, la prison centrale de New Bell a été construite en 1933 avec une capacité de 800 places. Aujourd'hui, elle contient plus de 3500 prisonniers. La suite du journal avec 2 questions à l'annonce de la signature du contrat pour la construction des péages automatiques au Cameroun. Tout d'abord, à quand le démarrage de ces travaux et puis l'opérationnalisation de ces 14 péages, c'est pour quand? L'éclairage de Rodrigue Bertrand-Thionneau qui clôture cette série d'explications. Après la signature du contrat de construction de 14 postes de péage automatiques, les différentes parties peaufinent le démarrage effectif des travaux. Le président du conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat nous a rappelé la nécessité de mettre sur pied un comité de suivi, une équipe de suivi. Je crois que nous le ferons très rapidement. Ce 18 mai marque véritablement une date de départ qui ensuite va ouvrir une phase maintenant de levée des financements pour le projet qui doit durer 6 mois. L'on veillera au respect de la clause contractuelle relative à l'implication des petites et moyennes entreprises camerounaises. Il y a un pourcentage, environ 30%, qui est des prestations dans le cadre du projet qui est réservé aux petites et moyennes entreprises camerounaises. Donc ce sera une véritable opportunité pour ces entreprises d'intervenir dans le cadre du projet et évidemment dans les personnels qui devront être recrutés dans le cadre du projet. Il y a aussi un engagement fort du partenaire sur un pourcentage de personnel de nationalité camerounaise qui doivent être employés dans le cadre du projet. Les premiers coups de pioche devraient intervenir vers la fin d'année. On a 18 mai 2020, date de signature. 6 mois après, nous sommes en mi-novembre 2020 pour le début des travaux. Et la première phase, normalement, nous sommes en janvier 2022 pour les 7 premiers postes de péage. Depuis le 18 mai dernier, le processus de modernisation du secteur du péage routier a amorcé la dernière ligne droite qui conduit aux constructions. Audience du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille ce jeudi à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Au cœur des échanges entre le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa et son Excellence Issi Yanouka, le renforcement des capacités du personnel de ce ministère par des experts israéliens. Les explications de son Excellence Issi Yanouka dans cet extrait sélectionné par notre reporter Christelle Fouda. Je suis venu pour présenter, pour avoir une idée des projets et des idées pour une future collaboration. On a échangé beaucoup d'idées pour voir ce qu'on pourrait faire. J'espère que dès que la vie normale reprenne, on pourra recommencer avec les activités en commun. Donc on pourra peut-être faire venir les experts israéliens pour donner des formations sur place selon les besoins du Cameroun. L'apport des sénateurs de la région du centre à la lutte contre le Covid-19, la région du centre la plus touchée selon les statistiques. Ces sénateurs sont engagés dans la lutte contre la pandémie à travers un don de motos, de thermoflash et de couveuses au district de santé du centre et à l'hôpital central de Yaoundé. Le reportage sur la remise du don, Mathieu Kemgo. Pour les zones enclavées de la région du centre,
Ces motos serviront à faciliter les interventions d'urgence en cas d'alerte au Covid-19. L'important don des sénateurs, notamment le matériel roulant, permettra aux différents districts de la région du centre de mener à bien leur activité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le directeur de l'hôpital central de Yaoundé a quant à lui reçu une couveuse pour le compte de sa formation sanitaire. Pour les 10 sénateurs du centre, il est impératif de se joindre aux efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie qui place leur région au peloton de tête suivant le nombre de cas déclarés au Cameroun. Dans certains coins de la région, il manque même des moyens élémentaires pour pouvoir faire des interventions d'urgence. Le gouverneur du centre, Nasseri Paul Beya, qui présidait la cérémonie, a invité les populations à respecter les consignes des pouvoirs publics contre cette pandémie. Une exhortation reprise en chœur par les sénateurs qui, en dehors des 10 millions de francs débloqués pour ces dons, consacrent d'autres sacrifices à la lutte contre le Covid-19. Dans la Sanaga-Maritime, région du littoral, la sénatrice Geneviève Tchouès, membre du bureau politique du RDPC, est allée remettre des dons mardi à des orphelins et aux enfants sourds-muets des 11 communes de ce département. Un retour aux sources pour l'orpheline aujourd'hui, femme politique. Monique Félicité Chouane. Compassion, émotion et générosité résument l'acte de l'honorable Geneviève Tchouès. Orpheline dès l'âge de 3 ans, elle a grandi dans l'orphelinat du diocèse d'Edéa, élevée par les sœurs et prêtres catholiques. Parvenue au sommet de sa carrière politique, la vice-présidente du Sénat, membre du bureau politique du RDPC, n'a pas oublié ses origines en 7 ans de crise Covid-19. Les masques que j'ai offerts ont été cousus par les anciennes élèves du collège Notre-Dame que j'ai dirigé. Alors ici, c'est mon feu. Vous avez vu l'évêque, vous avez vu les prêtres. C'est ça mon monde. Les orphelins, les 11 maires de ces communes, je les ai vus grandir. J'ai plutôt fait la politique avec leurs parents. Ces dons divers ont bénéficié aux 11 communes du département de la Sanaga-Maritime, aux œuvres sociales, à l'administration de cette ville qui a participé à l'éducation du président de la République, Paul Biya, ancien pensionnaire du petit séminaire d'Edéa. Je voudrais très sincèrement remercier Madame Geneviève Tchouès. C'est l'occasion pour moi également d'inviter toute l'élite et toutes les autres forces vives pour qu'elles puissent apporter leur contribution. Merci à la vice-présidente. C'est un geste récurrent à l'endroit de ces populations. La bienfaitrice, l'honorable Geneviève Tchouès, a remis des enveloppes à l'église pour que des messes soient dites dans toutes les paroisses de la Sanaga-Maritime afin d'implorer le Seigneur de libérer le Cameroun du coronavirus. Dans la région de l'Ouest, le député Kechanga est au secours des personnes handicapées et vulnérables dans le département du Ndé avec un don de denrées alimentaires et de kits d'hygiène. Le reportage de Rufin Kacham. Premier bénéficiaire de cette solidarité agissante de l'honorable Kechanga, les personnes vivant en situation de handicap. L'élu de la nation, à travers sa fondation, offre principalement des denrées alimentaires. Bien se nourrir durant cette pandémie est un vrai défi pour ces démunis, aujourd'hui soulagés par ce geste du cœur. Merci l'honorable Kechanga Célestin pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a pensé aux handicapés. Cet humaniste, ce généreux personnage a tenu à accompagner les populations du Ndé. Autre catégorie de personnes qui reçoivent les dons de l'honorable Kechanga à la place de fête de Banganté, les personnes âgées, les orphelins ainsi que les membres de la communauté musulmane. Sentiment de joie et d'extrême fierté pour ce geste de l'honorable Kechanga. Des kits barrières contre cette pandémie constitués pour l'essentiel de seaux, savons, masques et gel hydroalcoolique leur seront distribués ainsi qu'à l'ensemble des villages du Ndé. Dans le Mba-Mekim, région du centre, le député Saya Kaegama Mustafa remettait également du matériel d'hygiène aux formations sanitaires de ce département. Paul Alain Abena.
Pavillon par pavillon, l'honorable Moustapha Saya a arpenté les couloirs, les laboratoires et salles de soins à l'hôpital de district et au dispensaire catholique de Ntui. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui a été renforcé récemment par le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui invitait tous les Camerounais à contribuer à la lutte contre le Covid. Puis, avec les professionnels du secteur et d'autres acteurs divers, un panorama de la carte sanitaire du Mbamikim pour passer au scanner l'offre de prise en charge en termes notamment de capacité de riposte aux menaces les plus pressantes. Ça nous permet d'évaluer l'infrastructure, le plateau technique et de recueillir les problèmes et les projets en cours. L'équation de l'heure reste la hantise de Covid-19. L'Ombamikim en est encore à 0 cas confirmé. Les autorités s'en bombent volontiers le torse. Et les dons de l'honorable Saya aux formations sanitaires et scolaires devraient contribuer à préserver cette virginité. Je signale dans le journal ces autres messages de félicitations adressés au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun le 20 mai 2020. Message de Sa Majesté Maha Vajiribaki, roi de Thaïlande. Message également de Sheikh Sabah El Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, c'est l'émir de l'État du Koweït. Message de son Excellence Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. Le message de félicitations reçu également au Palais de l'Unité de son Excellence Dr Arif Alvi, le président de la République islamique du Pakistan. Et enfin, celui de son Excellence Andrzej Duda, le président de la République de Pologne. Je rappelle, c'est pour le 20 mai 2020 au Cameroun. Également à signaler dans le courrier présidentiel ces 2 télégrammes officiels de félicitations adressés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour l'un, à son homologue Saleh Work Zewde, la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et puis pour le second, à son Excellence Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan. Télégramme à l'occasion de la célébration ce 28 mai de la fête nationale de ces 2 pays amis. Des télégrammes présidentiels qui mettent un terme à ce 20h30 et une édition préparée avec la collaboration de Christelle Fouda, de Auguste Ngononga. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit. Vous serez en compagnie pour ce journal bilingue de Elvis Teke et de Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après ce journal l'intégralité du point de presse donné cette semaine par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa. Je vous annonce pour les éditions du week-end à partir de demain 20h30 la présence dans ce studio de Karine Olive Yabit pour vous. Prenez soin de vous, protégez vos proches. D'avance, un excellent week-end et à lundi 20h30.